Bonjour. Le sujet de l'émission d'aujourd'hui, c'est la pêche, ou plus exactement la surpêche, et plus précisément à partir du Sénégal. Et mes deux invités sont deux journalistes du collectif Argos, dont nous avons déjà parlé, dont nous allons encore dire quelques mots. Il y a Sébastien Desgarehead qui a réalisé ce reportage, qui en a écrit le texte. C'est un reportage qui est apparu dans le Figaro Magazine. Et les photos sont de Guillaume Collange, qui est en face de moi, et qui a d'ailleurs devant lui toutes les photos de ce magnifique reportage qui nous amène à nous intéresser à la pêche, à la surpêche et aux conditions aussi dans lesquelles vivent les pêcheurs et les raisons pour lesquelles ils viennent aussi travailler en France, ces pêcheurs sénégalais. Alors on va commencer par le commencement. C'est donc vous avez suivi un pêcheur sénégalais. Pour quelle raison est-il venu s'installer en France ? Alors on est allé en fait à Lorient pour rencontrer des pêcheurs sénégalais. Sébastien avait vu un article dans un journal local où il y avait beaucoup de pêcheurs sénégalais. Et on a rencontré Omar Khan là-bas. C'est la première photo que vous avez là ? Non, c'est pas la première photo. Non, Omar, en fait, on le voit après. Mais c'est vrai que ça fait partie des pêcheurs de Lorient et d'une communauté en fait qui vit là-bas. Il y a 500 pêcheurs sénégalais qui vivent sur la côte, enfin, à Lorient. Il y en a également, je crois, au Pays Basque. Enfin, il y a toute une communauté. Et ils viennent travailler ici pour des raisons économiques, mais pas seulement. Et c'est ce qu'on a vu justement après en retournant avec Omar dans sa famille au Sénégal. Alors, j'aimerais bien que vous commentiez les photos que vous Alors, avez. La première photo qu'on a fait sur ce reportage, là, c'est un peu une photo d'ouverture justement de ce garçon de dos avec une caisse. Ça, c'est des ramasseurs de poissons, c'est des jeunes hommes qui attendent justement les pêcheurs au port de Joal, qui attendent le retour des barques de pêcheurs et qui louent en fait leurs bras. Ils sont payés à la caisse, équivalent de 150 francs CFA, enfin pas grand-chose, et qui vont justement du bateau jusqu'au quai de déchargement et ils font des allers-retours et ils sont payés comme ça. Et là, c'en est un qui attend justement le bateau providentiel qui lui permettra de gagner son salaire journalier. Et après, on est tout de suite, enfin là, c'est pour introduire le problème justement de ces caisses vides au Sénégal, en tout cas, c'est une image symbole. Et sinon, on est au tout début avec Souleymane, qui est qui travaille sur un des bateaux à Lorient, sur un filayeur. Et Souleymane fait partie aussi de la communauté, donc il est en France depuis quelques années. Et le patron, en fait, les apprécie beaucoup. Enfin, là, on est allé avec Renaud Huel, qui est le capitaine du Belladone. C'est un filayeur, c'est-à-dire que c'est un bateau qui part uniquement la journée. Enfin, il part très tôt, 2-3 heures du matin, et ils reviennent vers midi. Et il pose des filets dormants, en fait, qu'il relève la journée, et il en repose d'autres pour le lendemain. Donc Souleymane, ça c'est un petit équipage, il y a le capitaine plus 3 matelots, 3 marins pêcheurs. Et Souleymane fait partie, en fait, travaille sur ce chalutier depuis quelques années. Avec Sébastien Desgarehead, quel était le contexte, enfin, quelle est la situation globale maintenant de la pêche dans cette zone au Sénégal qui a attiré votre attention ? La surpêche, pourquoi parle-t-on de surpêche ? On parle de surpêche au Sénégal parce que, en fait, depuis 20 ans, les stocks ont décliné de 80% sur la côte sénégalaise. Et aussi parce que on observe effectivement une sorte d'afflux de gens qui viennent de l'intérieur des terres, qui viennent travailler sur la côte sénégalaise et sur des pirogues pour aller pêcher. Donc il y a une pression supérieure sur la pêche. Mais en plus de ça, il y a effectivement aussi une pression sur la ressource parce que il y a des bateaux étrangers qui viennent pêcher dans les eaux sénégalaises, soit via des accords de pêche, soit illégalement, et des bateaux de sociétés mixtes qui pêchent aussi sur la côte, sans observateurs, et donc de manière incontrôlée, sans quota, et donc ça crée effectivement une surpêche. Et en plus, ce qui rajoute encore à ça, c'est que sur la côte, pas simplement au Sénégal, mais aussi dans les pays voisins, en Mauritanie, au Maroc, en Guinée-Bissau, il y a aussi des usines de farine de poisson qui se sont créées, un peu à la manière des comptoirs de l'époque coloniale, qui en fait attirent la ressource en achetant les caisses de sardinelles, que les gens utilisent aussi pour manger. Donc ils attirent les caisses, ils la transforment en farine et ils la réexportent
directement, soit vers les marchés européens, soit en Chine, là où on a besoin de cette farine pour l'aquaculture. Alors c'est ça, on élève des poissons en leur donnant des poissons à manger, mais la rentabilité, c'est-à-dire il faut combien de farine de poisson pour faire un poisson? Il faut 5 tonnes de sardinelles pour faire 1 tonne de farine de poisson. Oui, ça a l'air complètement absurde. C'est un ratio effectivement important. Donc, Et ça prive les habitants du Sénégal et des pays voisins de protéines. Exactement, c'est la grosse problématique, c'est que les stocks diminuent depuis maintenant 20 ans. Certaines espèces ne sont même plus accessibles aux populations locales parce qu'elles sont trop rares et trop chères, comme le tiof. Et du coup, ces populations se sont rabattues dans leur quotidien sur la sardinelle, qui est un poisson pélagique qui était relativement abondant jusqu'à une certaine époque. Donc le plat national sénégalais n'est plus ce qu'il était. Voilà, la composition du thiéboudienne a évolué au fur et à mesure des années, du riz au poisson. Et effectivement, aujourd'hui, on utilise la sardinelle pour préparer le thiéboudienne, qui est le plat quotidien des Sénégalais. Et qui avant était fait à base de... Avec le capitaine. Avant, c'était un capitaine qui est un poisson à chair aussi. Blanche, qui ressemble un peu à du bar. Enfin, Oui. ça ressemble un peu à ça. Donc c'est un poisson très noble et qui maintenant a été... il y en a beaucoup moins et évidemment, le prix n'est pas le même. Alors, continuons avec vos photos. Là, on va revenir à l'Orient, parce qu'on était toujours, mais c'est vrai que c'est pour ça que ces pêcheurs sénégalais, c'est des migrants économiques, parce qu'ils veulent évidemment gagner mieux leur vie, et on gagne mieux sa vie en fait en Europe comme marin-pêcheur qu'au Sénégal. Mais pas seulement, c'est aussi des migrants environnementaux, parce que les conditions de travail deviennent de plus en plus dures en fait pour eux au Sénégal. Et on trouve de moins en moins de pêcheurs en France. Alors, enfin, de jeunes qui veulent... En tout cas, pêcher. ils sont... C'est Renaud Huel qui nous disait, dans les écoles de pêche en France, les écoles de marins-pêcheurs, il y a du monde dans les écoles, mais il n'y a personne sur les quais. Et donc les marins-pêcheurs sont appréciés à Lorient parce qu'ils connaissent le métier, ils sont travailleurs. La plupart, en fait, c'est le cas, ne font pas venir leur famille, en fait. Ils travaillent, ils reviennent tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend aussi de leur situation financière, savoir si la pêche était bonne. Il faut savoir qu'un marin-pêcheur, il a un prix fixe. Et après, il gagne sa vie en fonction de ce que la marée a rapporté. Donc, s'il ramène beaucoup de poissons, si ce poisson a une valeur marchande importante, des espèces nobles, du bar, de la dorade, etc., on gagnera plus que si on ramène du maquereau ou d'autres espèces qui sont moins valorisées. Voilà. Et donc, Bara, par exemple, qu'on a vu là, Bara Dieng, lui, partait, en fait, alors il travaille pour l'Ascapèche, et c'est des tours, enfin, il travaille pendant 3 semaines, pendant 3 semaines, 1 mois, en fait, ils partent. Donc, évidemment, c'est très dur, ils sont en haute mer, il y a une communauté, en fait, de marins-pêcheurs à Lorient, et y compris des anciens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis 30-40 ans, quoi. Qui viennent, enfin qui en tout cas accueillent et chapeautent aussi un peu les nouveaux, quoi. Il y a aussi une solidarité assez importante. Communauté essentiellement masculine. Voilà, et ça c'était au mois de décembre, et après on est allé, enfin c'était au mois de novembre, mais après on est allé justement, on a accompagné Omar, qui revenait dans sa famille pour les vacances de fin d'année. Et donc on a découvert un peu la vie à Joal, justement, comment ça se passait. C'est vrai que Joal c'est impressionnant parce que c'est le plus grand port de pêche artisanal au Sénégal, hein, c'est vraiment l'endroit où... Et tout tourne autour de la pêche autour là-bas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des pirogues sur tout le long de la plage, et tous les petits métiers concernent la pêche. Ceux qui vendent des poissons, mais tous ceux qui réparent les bars, etc., quoi. Et on sent alors sur place les difficultés dont vous avez parlé, le fait qu'il y ait moins de poissons, que les pêcheurs sont de plus en plus nombreux, pour des raisons économiques. Alors, ce qu'on sent sur place, c'est, comme le dit très justement Guillaume, l'importance de la pêche dans le quotidien et l'économie du Sénégal. Effectivement, à la plage, il y a plus d'une trentaine de métiers qui dépendent de la pêche. Les réparateurs de bateaux, ceux qui fournissent l'essence et qui réparent les moteurs, ceux qui fabriquent les coques, ceux qui portent les caisses, etc., etc. Et ce qui surprend aussi, c'est qu'à Joal, on a quand même encore du poisson qui arrive sur la côte, sur le port, je veux dire. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce poisson ne vient plus de Joal. Il a été pêché soit en Casamance, soit en Guinée-Bissau. Et ce poisson, grosso modo, parfois ces captures ne permettent pas forcément de revenir
sur les frais de ces expéditions, de ces campagnes de pêche. Voilà. Et donc beaucoup de pêcheurs n'arrivent plus forcément à vivre de leur pêche, et c'est là où ce processus d'émigration se produit, qu'on retrouve jusqu'à l'Orient in fine. C'est là où effectivement les pêcheurs décident soit d'embarquer sur des bateaux de pêche espagnols pour aller directement travailler en Espagne, soit carrément partent en pirogue clandestinement jusqu'aux Canaries et aboutissent aussi dans la pêche espagnole. Donc c'est effectivement un gros problème. Alors, poursuivons la lecture, si j'ose dire, de l'observation des Oui, photos. là, on a suivi Omar, en fait, qui lui, c'est évident que quand il y a un Sénégalais expatrié comme ça qui revient au pays, tout le monde le regarde. Il y a beaucoup de jeunes qui envient en fait ces situations-là. C'est évident que ça suscite beaucoup d'intérêt parce que c'est vrai qu'il gagne bien sa vie. Il gagne bien sa vie. En tout cas, il travaille énormément par rapport au niveau du Sénégalais. Maintenant, lui a réussi à passer. C'est des marins pêcheurs. Il est passé clandestinement. En Canaries, mais c'est des marins pêcheurs, donc ils savent naviguer. Quand même. C'est le moins qu'on puisse Or, dire. il y a plein de jeunes, justement, qui n'ont aucune expérience, qui vont pas forcément passer par les Canaries et qui passent par la voie qu'on connaît, et qui arrivent en Libye, et donc là, avec les drames qu'il y a en Méditerranée. Donc c'est aussi, même aux Canaries, de toute façon, même pour un marin pêcheur, c'est extrêmement risqué. Donc c'est quand même un danger toujours pour les jeunes, mais on voit très bien, la migration continue, les jeunes prennent ce danger-là. Enfin, en tout cas, ils prennent le risque. Et c'est vrai qu'on découvre, là Omar était là pour un mois, il revit aussi, parce que c'est aussi une façon pour eux de renouer. Il a un gamin qu'il voit tous les 6 mois. C'est la photo que vous avez là. Voilà, avec son petit, là, c'est sûr que ils sont contents de revenir aussi à la maison. Là, en plus, lui, il vivait encore dans la maison de ses parents, où il y a le modèle sénégalais, il y a ses frères et sœurs qui vivent là encore. Donc lui, maintenant, a fait construire sa maison à Joal. Et c'est lui qui nourrit toute la famille par son travail en France. Pas seulement, parce que ses frères aussi travaillent. Son frère est pêcheur aussi au Sénégal. Là, il était parti, mais après, c'est vrai qu'ils partent maintenant pour des séances de pêche d'une semaine, 10 jours. Les barques au Sénégal, les grosses barques font 20 mètres. Donc c'est plus... Il y a des petites barques de 9 mètres, puis il y a des barques de 20 à 30 mètres. Donc là, il y a des équipages importants dessus, ils mettent de la glace, ils ramènent... la quantité de poissons prélevée est aussi importante. La pêche sénégalaise, c'est pas sur les mêmes zones de pêche que les chalutiers, c'est évident, mais la surpêche est également créée par les pêcheurs artisanaux. À partir du moment où il n'y a pas de régulation sur les quotas de pêche des chalutiers, mais il n'y en a pas non plus, elle n'est pas contrôlée sur la pêche artisanale. Sébastien, comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de contrôle? Parce que normalement, l'Union européenne est très tatillonne et met des contrôles partout. Les fromages sont contrôlés dans les marchés. Alors, il y a des accords de pêche internationaux ou même des accords de pêche au sein du Sénégal pour attribuer des licences aux bateaux. Mais ces accords de pêche sont édentés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observateurs sur les bateaux. Ce qui fait qu'effectivement, une fois que vous avez payé votre patente, vous pouvez pêcher presque autant que vous voulez. Voilà. C'est une situation, je veux dire, peut-on y échapper? Peut-on changer ça? Parce que sinon, il n'y aura bientôt plus de poissons non plus. Est-ce qu'on peut y échapper? Oui, moi je pense qu'à partir du moment où on considère que c'est un trésor halieutique, comme en Mauritanie, que du coup c'est un intérêt national de le préserver, il peut y avoir davantage à faire en tout cas dans la gestion des stocks, ça c'est sûr, avec des investissements effectivement dans des observateurs. Il y a de l'aide internationale, de la coopération qui peut aussi se mettre en branle sur ce domaine-là. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin dans la gestion des pêches et aussi peut-être dans la coopération entre pays, parce que l'océan est un bien commun et on pourrait aussi faire des progrès dans ce domaine-là. Alors là, nous en sommes à la moitié de l'émission, donc il faut qu'on avance un peu avec les là, photos. on était sur le port de Joal, avec justement, là, pour le coup, un bateau arrivé avec les cales pleines de poissons. Et alors là, ça a été une effervescence incroyable, justement, sur le port, avec toutes les petites mains, là. Tous les porteurs qui viennent. Et il y a aussi toute une solidarité. Il y a plein de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui viennent mendier aussi des poissons. C'est une solidarité aussi
C'est-à-dire qu'on leur donne un poisson On leur donne quelques poissons pour qu'eux puissent les revendre aussi autour. Voilà. Ah oui. Il y a aussi, c'est vrai que ça fait vivre beaucoup de monde, quoi. Ça, c'est effectivement on voit le port de Joal et l'activité qu'il y a, et c'est impressionnant parce que c'est vraiment ça. C'est constant. Ces petites vendeuses, généralement de poissons, elles ont eu quelques poissons qu'elles ont, soit on leur a donné, soit elles ont acheté, puis après elles revendent au détail, quoi. Il y a des petits détaillants, enfin. Il y a les femmes qui transforment aussi, comme celle-ci, qui faisait une espèce de hachis de sardinelle, donc elle le transforme. Voilà. Tout le monde essaye de gagner un peu d'argent autour de ça, à son échelle, avec ses compétences, en transformant, en vendant, en fumant le poisson, en le découpant. Voilà. Et c'est vrai que les hommes pêchent, mais toute la transformation et une bonne partie du commerce, d'ailleurs, ce sont les femmes qui s'en occupent. Donc c'est aussi, ça occupe beaucoup, toute la population. Ça, ce sont les espèces les plus nobles qui partent, justement, les poissons les plus riches partent justement sur Dakar très rapidement, en fait, quoi. Ouais. Il y a 2 quais d'ailleurs à Joal. Il y a un quai pour l'international et un quai pour le local. Ça, c'est assez étonnant. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal d'espèces qui partent directement à Dakar. Après, est-ce qu'elles sont consommées à Dakar? Je ne sais pas, mais enfin, beaucoup partent aussi après sur l'export. Voilà. Poursuivons la visite. Alors, c'est vrai que là, on parle des problématiques, de la surpêche. Il y a aussi des solutions, parce qu'il y a quand même des gens qui se battent pour sauver ça et qui dénoncent ça justement à Dakar, comme, donc ça c'est encore la transformation, comme Karim Sall, qui lui... alors Karim Sall, il est... On va le trouver, Karim Sall. Karim Sall, il est ici, voilà. Alors ça, il faut en parler parce que Karim, il est secrétaire en fait de l'association des pêcheurs de Joal. Mm-hmm. Mais il a également créé l'aire marine protégée de Joal, donc qui est une zone le long de la mangrove. Il y a Joal et puis juste en dessous il y a la mangrove. En dessous il y a le Ciné Saloum. Enfin toute cette zone de mangrove, il a contribué en tout cas, voilà, à la replanter. Il organise justement des grandes séances de plantation, de reboisement. Il sensibilise les pêcheurs, là on est dans l'aire marine protégée, puisque c'est une zone qui a tout le long de la mangrove, où les pêcheurs n'ont pas le droit de venir pêcher. Ah. Voilà. Sauf avec certaines pratiques, la palangue, enfin des hameçons, etc., mais pas au filet en tout cas. Mmh. Et la mangrove est extrêmement importante dans tout le processus de reproduction, puisque c'est l'endroit où les poissons viennent frayer, et là où il y a la reproduction des juvéniles. Elle est protégée. Des juvéniles. Et donc, il l'a énormément reboisé. Les habitants en ont vu, parce qu'elle était coupée pour faire du bois, en fait, bois de chauffe, pour cuisiner. Mais les habitants ont vu, en fait, assez rapidement les bénéfices de ça. C'est que déjà, d'une part, ça protège du vent. Quand il y a du vent, ça coupait le vent. Ils voient très bien que c'est effectivement un lieu où la biodiversité reprend son droit. C'est-à-dire que c'est aussi un endroit où les espèces se reproduisent. Il y a des femmes qui aussi pêchent, enfin ramassent en tout cas des huîtres, voilà, c'est des huîtres sauvages. Donc c'est aussi une activité économique annexe, mais qui est propre aux femmes, justement des groupes de femmes qui viennent ramasser, qui vendent après les huîtres sur le marché, comme Bintou qu'on voit ici. Il y a la possibilité de faire, pour le coup, une activité économique plus structurée. Hein. En France, on a Bintou, elle a fait un voyage à Marraine-d'Oléron, et elle a vu que Marraine-d'Oléron, on pouvait structurer une activité de stréculture, et que c'était beaucoup plus... Là, ils ramassent des huîtres sauvages, mais après, quand on structure un élevage, on a une rentabilité bien meilleure. Enfin voilà, on peut développer un modèle économique beaucoup plus intéressant. Elle a eu donc l'occasion de venir en France pour étudier ça. Oui, avec Karim justement, ils sont venus alors ils cherchent justement un partenariat. Ils aimeraient bien eux développer l'ostréiculture pour le coup, parce que c'est une zone naturelle, ils peuvent le faire. La mangrove pourrait très bien se prêter à ça. Il n'y aurait pas de problème à ça. Et ça ferait un autre moteur économique que celle de la pêche, et l'ostréiculture, pour le coup, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. On peut faire des dessins. Vous êtes d'accord sur cette possibilité? Vous pensez que... Oui, bien sûr. Moi, je pense que l'aquaculture et la conchyliculture peut être aussi un levier important pour redonner des emplois aux pêcheurs. Dans un contexte où il y a justement une raréfaction de la source, si cette aquaculture se fait, encore une fois, de manière durable, c'est-à-dire en essayant d'éviter d'utiliser de la farine de poisson, par exemple, pour du poisson carnivore, parce qu'en fait,
on alimente le problème en faisant ça. Donc Oui. voilà, C'est je trouve que c'est une excellente solution, bien sûr. Et puis, une autre solution aussi, ce serait quand même d'avoir, encore une fois, un contrôle sur les licences de pêche qui sont données aux bateaux, qui soient de sociétés mixtes, sous pavillon sénégalais ou étrangers. Voilà, ça me semble essentiel. Vous parlez aussi des petites mains qui travaillent. Il y a aussi, on voit des enfants sur la plage. Là, il y a une photo qui, voilà, les enfants là. Oui, qui alors sont ça, là. moi je suis parti en fait justement une journée avec des pêcheurs. Alors ça, c'est un gamin qui vient et en fait ils apprennent le métier comme ça, c'est-à-dire qu'ils accompagnent leur père, les grands frères, Ah, etc. oui. Tout le monde pêche. Alors là, on était en période de vacances scolaires, donc il n'allait pas à l'école. Mais quand ils ont école, ils vont à l'école. Mais sinon, effectivement, le week-end, ça fait partie de l'activité, en fait, d'aller accompagner. Les hommes vont pêcher ou travaillent autour de la pêche. Soit ils refont les filets, ils refont les moteurs, ils font les coques. Voilà, il y a toute une activité autour de ça. On va regarder les autres photos, on va les faire défiler parce Oui. que le temps va nous manquer. Ça, voilà, justement, là, je suis parti avec eux. Donc, c'était vraiment des jeunes. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'ils partent en mer, etc. Puis ils regardent les réseaux sociaux, ils téléphonent, ils échangent des photos, ils écoutent de la musique, enfin, comme des ados, parce qu'ils ont 17-18 ans. Hein. C'était une équipe de jeunes. Ils cherchaient le poisson. Alors c'est vrai qu'on a cherché. Là pour le coup, ils n'ont pas de sonar en fait sur cette équipe-là. Et après une journée, en fait, on avait ramassé 2 seaux de poisson, 3 fois rien. Enfin, on est revenu complètement bredouille. Et on a croisé un bateau qui avait lui attrapé un banc de sardinelles. Et c'était l'euphorie, c'est-à-dire qu'évidemment, il ramassait les filets, et là, ça grouillait de poissons, parce que c'est par banc, effectivement. Donc là, eux, ils ont fait la journée. Et les autres passent autour, ils reviennent bredouille, avec juste un coup, en fait. L'essence, ça coûtait cher, et donc ça n'a pas... Voilà, et ça, c'est le même pêcheur qu'on voit au début, Oui. là, pour le coup, qui a un portrait de face, qui est un peu un symbole voilà, C'est le bout de la du chaîne. Sénégalais qui attend. Il faut savoir que l'essentiel des protéines animales au Sénégal proviennent de la pêche, en fait. De la pêche. Voilà. Donc la sécurité alimentaire du Sénégal dépend de la pêche. C'est Et vrai des pays quand voisins je dis aussi. que la pêche artisanale est responsable de la surpêche, certes, enfin, c'est aussi elle qui alimente la consommation locale, quoi. Et Sébastien Descarrettes aussi les pays également, les pays voisins. Exactement, c'est toute la sous-région en fait dépend de la sous-région, c'est-à-dire cette zone qui inclut le Mali, le Burkina, l'arrière-pays, dépend du poisson en fait qui est séché par les femmes à Joal. Voilà, ils en dépendent pour leurs protéines effectivement. Et je suis d'accord avec Guillaume, ce qu'il faut privilégier, c'est la survie de la pêche artisanale en priorité, plutôt que les intérêts d'industries plus importantes qui peuvent être rognés et diminués. Quoi. Il nous reste encore quelques minutes. Là, on va regarder encore la suite de vos photos. Oui, bah on avait... Vous êtes resté combien de temps sur place? On est resté 2 semaines On va sur, continuer dans sur l'ordre. place. On va les faire défiler. Là, on était à la fin, en fait, je crois, il me semble. On était avec les... Voilà, avec lui. Et non, tout à l'heure, ce qu'on n'a pas vu, c'était justement tous les petits métiers qu'il y avait autour. C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte de tout ça, mais c'est... en se promenant dans les rues, tout le monde est autour de ça. Là, Oui. là on parlait justement, ça c'est les femmes qui fument le poisson. Et dans la sardinelle comme ça, c'est-à-dire que la chair est mangée, mais tous les restes qu'il y a Oui, sont des aussi arbres. expédiés, et ça sert à nourrir les volailles. Tout est pris, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte en fait dans la chaîne alimentaire, quoi. Ça sert aussi... voilà, il y a aussi du poisson qui est salé, il y a ceux qui font des cordes, enfin c'est vraiment... voilà, ça c'est l'entrée d'une usine de farine de poisson. Alors on n'a évidemment pas réussi à rentrer dedans, c'est tenu... c'était des Coréens, je crois, à Joal. On a essayé plusieurs fois de demander l'autorisation pour tourner, etc., enfin pour aller faire des photos, mais ça n'a pas fonctionné. C'est sûr que ce qui se passe, c'est que certains bateaux de pêche arrivent avec une grosse quantité de sardinelles, et puis un acheteur va dire bah, je vous achète tout. Donc c'est beaucoup plus simple en fait pour eux de vendre à un acheteur avec un prix fixe, même s'il est un peu en dessous, boum, il est sûr de tout vendre d'un seul coup. Par contre, ça n'arrive pas, pour le coup, sur le quai de débarquement et aux femmes. Enfin voilà, c'est un manque à gagner évident pour le commerce local, quoi.
C'est le moment de terminer, donc je vous laisse le soin. Vous avez chacun votre conclusion, chacun sa conclusion. Ce reportage, en fait, il fait partie d'une série de reportages qu'on a réalisés avec le collectif Argos, qui s'appelle Amer, sur l'accaparement des mers et des océans, ou de l'océan, si on considère qu'il y a un seul océan global sur la planète. Et il y aura une exposition à Paris du 18 octobre au 18 novembre sur le quai de Seine. À quel endroit? Entre le Pont-Neuf et le Pont-au-Change, pas très loin de la place du Châtelet. Eh bien, si quelques-uns de nos téléspectateurs sont à Paris à ce moment-là, nous les invitons à se rendre à cet endroit pour regarder cette exposition. Et Sébastien Descartes, quelle conclusion tirez-vous de ce reportage qui vous a pris beaucoup de temps et vous avez fait d'excellentes photos? Ce qui me semblait important dans ce reportage et ce que ça révèle à mon avis aussi, c'est que derrière les migrations qu'on peut voir en France, il n'y a pas simplement des motifs économiques, il peut y avoir aussi des motifs écologiques. Et ce sont des réfugiés écologiques et c'est cette complexité dans les raisons de l'exil qui me semblait intéressant de creuser dans ce reportage pour essayer aussi de donner un autre regard sur les pêcheurs sénégalais en France, qui jouent un rôle crucial dans la pêche française et pour le coup qui est une émigration réussie, je trouve. Donc si notre sujet de reportage a pu servir à ça, et aussi pour les Bretons qui découvraient le sujet, ce serait formidable. Voilà. Certainement, en tout cas je vous remercie mille fois d'être venu et c'était un reportage très intéressant et effectivement l'angle sous lequel vous avez conclu est certainement celui qui est parmi le plus frappant pour les Français. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt.